toutes et à tous, Madame, Messieurs, peuple d'Afrique et de la diaspora, et bienvenue dans Sagesse Kamit sur Kemet Télévision, l'espace de la réflexion, de la mémoire et de la renaissance africaine. Ce matin, nous abordons un sujet majeur, un pilier de notre conscience collective, le panafricanisme. Ces rêves nobles nés dans la douleur de l'esclavage et de la colonisation, portés par les esprits visionnaires comme Marcus Garvey, Webb Dubois, Kwame Nkrumah, Henry Sylvester Williams, entre autres. À travers eux, le panafricanisme fut bien plus qu'un courant politique, c'était une quête spirituelle, une lutte pour la dignité, la souveraineté et la réhabilitation de l'homme noir. Mais aujourd'hui, plus d'un siècle après, une question se pose. Ce rêve est-il toujours vivant ou s'est-il égaré dans les illusions du pouvoir et de la façade? Pour explorer cette grande question, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau le frère Bidiono, sociologue, expert en développement, un esprit engagé qui porte en lui la réflexion des anciens et la vision de la jeunesse. Ensemble, nous irons à la rencontre de l'histoire, de la pensée et de l'avenir du panafricanisme pour comprendre non seulement ce qu'il a été, mais surtout ce qu'il doit devenir pour le destin de l'Afrique. Restez avec nous. La sagesse kamite commence maintenant. Je vous retrouve juste derrière cette bande qui annonce Kemet Reconnexion. Madame, Messieurs, à tout de suite. Ils ont traversé les mers pour répondre à l'appel des ancêtres. En 2024, ils ont foulé la terre-mère. En 2025, ils ont renoué avec la flamme de la connaissance. Et en 2026, la reconnexion s'annonce encore plus grande, plus profonde, plus vibrante. Du 28 février au 10 mars 2026, Kemet Reconnexion revient au Cameroun, le cœur battant de l'Afrique éternelle. Viens recevoir le baptême kamite, première clé de ton réveil spirituel. Découvre les mystères du Fa, initie-toi à la sagesse du Mbok et laisse l'Afrique réveiller la divinité qui sommeille en toi. L'Afrique t'appelle, le temps du retour est venu. Pour toute participation, Kemet Reconnexion 2026, le rendez-vous du retour sacré. Kemet Télévision éveille la conscience, éclaire la voie et reconnecte les âmes du monde à la source originelle. Retour sur le plateau, je l'ai dit tantôt, Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, nous abordons la thématique sur le panafricanisme ce matin avec le frère Bidiono que j'accueille avec beaucoup de plaisir, qui peut-être ne vient pas pour la première fois ici à Kemet Télévision, mais je le reçois pour la première fois sur un plateau de l'émission Sagesse Kamit. C'est avec beaucoup de plaisir. Alors frère, Otep à toi et bienvenue. Comment ça va? Ça va très bien et j'espère que c'est pareil pour toi. Oui, oui, ça va très bien. Voilà, c'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau. C'est vrai, comme tu l'as dit, c'est pas la première fois que je viens dans les locaux de Kemet TV, mais c'est la première fois que je suis reçu sur le plateau, sur ce très beau plateau. Merci. L'honneur est partagé, hein? D'accord. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons aborder une thématique très importante pour l'Afrique et les panafricains. Les panafricanistes, voilà. Et je disais tantôt, en tant que scientifique, l'exigence de cette science-là voudrait qu'on définisse toujours les concepts avant d'entrer dans le développement. C'est pourquoi la première question que je te pose est celle de savoir qu'est-ce que le panafricanisme à l'origine et surtout d'où vient ce concept et quelles réalités historiques lui ont donné naissance. En réalité, le panafricanisme, à la base, c'est un mouvement qui a été institué par un groupuscule de personnes. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est que l'on connaît des noms qui sont mis en avant, mais ce qu'il faut dire, c'est que ces noms-là n'ont été que le visage de ce qui s'est passé en amont. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que avant les Marcus Garvey, avant les Kwame Nkrumah, il y a eu des premiers mouvements panafricanistes. On connaît notamment l'histoire avec
la naissance, vers la fin des années 1800, la naissance de l'État du Libéria, qui résultait effectivement des revendications que l'on commençait à voir notamment aux États-Unis avec la traite négrière et tout, les descendants le racisme et autres, les descendants des anciens esclaves qui ont été ceux qui ont recouvré une pseudo-liberté et qui se sont retrouvés par la suite déportés vers le Libéria pour à la fin créer, par la suite créer l'État du Libéria. Donc c'est une manière de dire que nous connaissons des noms, mais ces noms n'ont été que la face visible ou alors l'apothéose du début de ce qu'on a appelé panafricanisme. Donc le panafricanisme en réalité c'est un mouvement de contestation, un mouvement un mouvement de quête de liberté, un mouvement de quête comment je vais appeler ça, en fait, d'affirmation, de recherche d'affirmation, de recherche de souveraineté des Noirs qui étaient des anciens esclaves. Voilà, donc c'est pour définir en quelques mots ce que c'est que le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est cela. Et il découle, parce que je pense que dans la définition, je pense que les réalités historiques du panafricanisme ressortent très bien, c'est-à-dire qu'on comprend très bien que le panafricanisme résulte de la traite négrière, des revendications de reconnaissance et autres. Donc pour sortir, c'est un peu ce qu'on peut dire du panafricanisme, de sa définition et de ses réalités historiques. Exactement. Alors, quels étaient les premiers objectifs du mouvement panafricain? Parle-t-on d'une simple idée d'unité culturelle ou un véritable projet politique et économique pour les peuples africains, dans les objectifs véritables? Voilà. Ce qu'il faut dire, c'est que il y a quelqu'un qui disait quelque chose que je vais énoncer, qui pour moi est très important. Il y a Einstein, que l'on cite très bien, qui disait que la masse est égale, le E est égal à la masse au carré. Donc, c'est une façon de dire que les formes visibles que l'on peut voir ont pour origine, ou alors si vous voulez, c'est la dimension, c'est la dimension, si vous voulez, ralentie de l'énergie. Voilà. Et quand vous observez très bien la manière dont le monde dans lequel est constitué, nous avons plusieurs races. Nous avons plusieurs races. Nous avons les races noires, nous avons la race blanche, nous avons la race jaune, nous avons tout ce que, voilà, rouge, nous avons des territoires, nous avons la mer, nous avons des montagnes et tout ça. Donc vous comprenez que tous ces éléments-là, ce sont des formes condensées de l'énergie. Voilà. Donc ce qui veut tout simplement dire que lorsqu'on parle de l'unité, c'est dans cette dimension-là qu'il faut voir l'unité. C'est-à-dire que c'est dans l'énergie qu'il faut voir l'unité. Donc ça veut aussi dire que lorsque on a évoqué cela, il faut aussi comprendre que ça veut tout simplement dire que l'on ne peut pas parler d'unité si l'on ne parle pas de l'énergie. Parce que l'énergie, si vous voulez, comme je l'ai dit tantôt, c'est elle qui s'exprime comme toutes les formes que l'on observe. Donc, c'est une manière de dire quoi? C'est une manière de dire que la base du mouvement panafricaniste, s'il s'était appuyé sur la connaissance des lois de la nature, la connaissance des principes fondamentaux de la nature, je pense qu'on aurait eu un mouvement très puissant. Un mouvement qui aurait eu un impact plus considérable dans l'imaginaire collectif. Parce que vous allez vous rendre compte que la base de ce mouvement-là, c'était, si vous voulez, des frustrations. Il faut qu'on soit clair. C'était des frustrations. C'était une recherche de reconnaissance. C'était une recherche c'était une recherche d'affirmation. Et ceux qui ont été les précurseurs de ce mouvement, c'est-à-dire que ceux qui ont mis le mouvement en avant, vous allez vous rendre compte que la plupart, c'était, ils sortaient
si vous voulez, ce que je vais appeler des circuits éducatifs conventionnels, mais mis sur pied par les Occidentaux. Donc ça veut dire qu'il est possible que l'intention à la base ait peut-être été noble, mais qu'elle ait été biaisée, parce que, laissez-moi vous dire que celui qui vous fabrique en termes d'éducation, c'est-à-dire celui qui, quand je parle de fabrication, je veux dire que celui qui met sur pied les politiques éducatives à partir de laquelle on vous forme, on vous amène à comprendre le monde, on vous amène à avoir une vue sur vous, une vue sur le monde, une vue sur la politique, une vue sur l'économie. Et même la démocratie. Et même la démocratie. Ben, c'est celui-là qui maîtrise la vraie intention derrière les concepts qu'il vous apporte. Donc ça fait que vous pouvez vous retrouver en train d'utiliser ces concepts, mais étant totalement en déphasage avec l'intention réelle de celui qui vous a donné, de celui qui vous a donné ces concepts-là. Donc ça fait que du coup, vous pouvez vous engager dans des mouvements espérant avoir un certain effet escompté sur votre imaginaire et sur l'imaginaire collectif, mais vous n'y arrivez pas parce que les armes à partir desquelles vous permettez de combattre, vous permettez d'être mis en avant, ben c'est quelqu'un d'autre qui maîtrise l'intention de ces armes. Ou alors c'est quelqu'un d'autre qui vous a donné ces armes-là. Mais donc c'est lui qui maîtrise la vraie réalité ou alors la vraie intention. Donc ça fait que ça biaise tout à la base. Donc comme pour dire que l'intention des pères fondateurs du panafricanisme, je pense que c'était une intention noble, mais peut-être on était parti sur une bataille, je ne vais pas dire presque perdue, parce qu'il il faut toujours garder espoir, mais c'est vrai aussi que pour garder espoir, il faut aussi être capable de reconnaître que les armes avec lesquelles nous sommes partis, peut-être ce n'étaient pas les bonnes armes, et essayer de trouver les moyens pour rentrer en possession des armes qui sont réellement souveraines, si je peux dire. D'accord, on va revenir sur les pères fondateurs du panafricanisme et savoir qui peut véritablement être considéré comme les pères fondateurs du panafricanisme et surtout en quoi est-ce que les visions respectives, notamment Marcus Garvey, Kwame Nkrumah, qui sont tardifs, et on a quelqu'un que j'aime beaucoup, Henry Sylvester Williams, de Trinité et Tobago, qui le premier en 1900 justement a créé la première conférence, n'est-ce pas, sur le panafricanisme. On peut poser la question de savoir en quoi leurs visions respectives de ces gens-là se complétaient ou alors s'opposaient. Parce qu'il faut dire que ce n'est que plus tardivement que Kwame Nkrumah vient avec la dimension politique du panafricanisme. Mais avant, c'était les mouvements de revendication, comme tu l'as si tantôt bien dit. Alors, en quoi est-ce que les visions respectives de ces pères du panafricanisme-là se complétaient ou alors s'opposaient? Bon, ces visions se complétaient dans la mesure où, en fait, elles avaient pour, à la base, si vous voulez, pour intention, la reconnaissance de la race noire comme étant une race qui devait aussi s'asseoir avec les autres. Ça, c'est à ce niveau-là que on pourrait voir qu'ils se retrouvaient. Mais sauf que les moyens avec lesquels les uns et les autres, ou alors les outils que les uns et les autres utilisaient, notamment Marcus Garvey qui avait beaucoup plus une dimension, je vais appeler juridique de la chose, voilà, et j'oublie comment, en fait son prédécesseur, Henry Sylvester, voilà, qui avait également aussi une dimension juridique, et il y a Dubois. Dubois, oui, qui lui, beaucoup plus, il avait une dimension économique de la chose, c'est-à-dire qu'il voulait que les Noirs soient reconnus aussi comme des personnes qui pouvaient apporter sur le plan économique, oui. et pourquoi pas être des grands entrepreneurs et tout ça. Donc, cela fait qu'ils avaient pour base la race noire. Mais maintenant, ils utilisaient juste des moyens qui semblaient être, qui étaient différents. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, l'élément fondamental, c'est que même les moyens que ces gens utilisaient,
C'est pour ça que j'ai tantôt dit que la cause était noble. Ou si vous voulez, la cause est noble. Mais maintenant, les moyens qui étaient utilisés, peut-être c'était des moyens dont ils ne maîtrisaient pas la teneur. Parce que comme je l'ai dit, la plupart étaient le produit de l'éducation occidentale. C'est-à-dire que ceux qu'ils présentaient comme étant leurs bourreaux, ben c'est eux qui les avaient fabriqués, si vous voulez, ou alors c'est eux qui les avaient construits, c'est eux qui leur avaient donné la vision qu'ils avaient d'eux, la vision qu'ils avaient du monde. Parce que même lorsqu'on parlait de l'économie du bois, je ne pense pas que l'idée ou alors l'imaginaire qu'il se faisait de l'économie lui était propre. Je ne pense pas. C'était calqué sur Voilà, le modèle... c'était calqué sur le modèle occidental. Oui, oui. Donc c'est clair qu'on partait sur une base qui n'avait rien à voir. Et aujourd'hui, lorsqu'on observe bien l'Afrique que nous avons aujourd'hui, parce que nous allons nous rendre compte que après ces précurseurs, nous avons vu l'émergence d'une nouvelle caste de panafricanistes qui, notamment Kwame Nkrumah, voilà, qui sont beaucoup plus rentrés dans le volet politique de la chose. D'où les différents mouvements d'indépendance et tout. Oui. Mais des années après, nous voyons ce que devient l'Afrique. Nous voyons tout l'état, s'il faut appeler ça comme ça, que nous rencontrons dans nos différents pays africains. On parle de corruption, on parle d'incapacité à structurer les nations, on parle même comment je vais appeler ça, il y a une confusion totale avec l'idée qu'on peut avoir du pouvoir. Pourtant, on voit très bien qu'ailleurs, il y a une maîtrise plus précise même de ce qu'on pourrait appeler pouvoir. Vous comprenez? Parce que je vais vous dire une chose, c'est que quand vous voyez les gens s'accrocher sur une certaine idée du pouvoir, c'est parce que ces gens ne savent pas c'est quoi le pouvoir. Et c'est parce que on leur a vendu une idée du pouvoir qui n'a rien à voir avec la réalité. Donc, de telle sorte que on va s'accrocher à quelque chose, croyant être ce qu'on recherche, mais pourtant, c'est plutôt autre chose. Parce que lorsqu'on parle du pouvoir, le pouvoir, il y a quelqu'un qui disait que tout pouvoir vient d'en haut. Et il disait également que ce qu'on voit en bas, c'est ce qui vient d'en haut. Donc, une manière de dire que l'on ne saurait parler du pouvoir sans rentrer dans la dimension esprit, dans la dimension énergie. Vous comprenez? Et donc spirituel. Et donc spirituel. Mais maintenant, et ça veut aussi dire que quelqu'un qui le comprend que lorsqu'on parle d'une fonction, qu'elle soit présidentielle, qu'elle soit des députés, qu'elle soit des ministres, qu'elle soit même de journalistes, c'est la dimension, c'est le divin ou alors c'est l'énergie qui s'appuie sur ces différentes fonctions pour s'exprimer. C'est pour ça que ce n'est pas les mêmes personnes qui occupent ces mêmes fonctions des décennies après, des années après. Mais la fonction existe toujours. Donc ça veut dire que la réalité de la fonction, c'est la dimension du divin, c'est la dimension de l'esprit. Donc maintenant, les gens qui le comprennent savent que ils peuvent officier comme président, comme député, comme ministre, comme journaliste. C'est pas ça qui les définit. C'est-à-dire, c'est pas la fonction qui les définit, mais ce qui les définit, c'est le lien qu'ils ont avec cette dimension dont ils sont la représentation. Donc la charge qu'il y a derrière. Exactement. La réalité qui est derrière. La réalité qui est derrière. Et c'est même ça qui fait en sorte que chacun dans cette fonction-là, il est efficace. Donc, on peut donc comprendre au regard de ce qu'on observe de nos pays que les précurseurs du panafricanisme, l'intention était bonne, ils avaient vraiment une bonne intention, mais sauf que, comme je l'ai dit, les moyens qu'ils utilisaient, les moyens qu'ils ont utilisés, peut-être n'étaient pas les moyens qui étaient adaptés, d'où toutes les conséquences que nous avons aujourd'hui en Afrique. D'accord. Avant d'arriver même au panafricanisme contemporain et ses défis, nous allons voir ce qui a permis au panafricanisme véritablement de devenir un moteur de lutte d'indépendance en Afrique. Peut-on dire que sans lui, la décolonisation aurait pris une autre tournure, parce que les gens comme les Kwame Nkrumah justement ont lutté, parce que le panafricanisme s'est déporté de l'Occident pour l'Afrique, parce que les Henry Sylvester Williams, ils ont organisé des conférences là-bas liées au mouvement, mais sauf que ils avaient reçu une fin de non-recevoir, donc ils étaient des personnes non grata pour ce genre de mouvement
en Occident. Maintenant, le mouvement s'est déporté en Afrique dans les années d'indépendance, justement, comme tu l'as dit, à travers le panafricanisme politique et notamment l'un des précurseurs qui est Kwame Nkrumah. Et puis beaucoup même de chefs d'État africains et même de leaders africains étaient contre justement l'idée du panafricanisme politique de Kwame Nkrumah. Les gens comme les Senghor, on peut les citer, les gens comme les Houphouët-Boigny qui étaient contre. Est-ce que le travail que Kwame Nkrumah a fait en tant que panafricaniste pour l'accession des pays africains rapidement à l'indépendance, est-ce que si il ne l'avait pas fait, la colonisation aurait pris une autre tournure? On peut répondre par un oui, tout comme par un non, parce que c'est une question assez complexe. Parce que au regard de ce que sont nos pays aujourd'hui, on peut bien voir que nous sommes dans une sorte de néocolonialisme, c'est-à-dire que on a comme l'impression que nos pays africains sont plus colonisés qu'avant. Vous voyez, parce que voilà, parce que lorsque vous voyez une masse de population générale dans nos pays qui est totalement livrée à la consommation, mais vous pouvez comprendre que c'est le produit des multinationales occidentales. C'est le produit des multinationales occidentales. Parce qu'aujourd'hui, laissez-moi vous dire que l'Afrique, lorsque vous l'observez avec un regard profond, vous allez vous rendre compte que l'Afrique, c'est un vaste marché. L'Afrique, c'est un vaste marché, mais qui a été fabriqué de toutes pièces. Vous voyez? Donc, ça veut dire que les Blancs sont partis, ils sont toujours là, mais ils sont toujours là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez même vous rendre compte que la plupart des Africains se définissent comme des Occidentaux. On se définit à partir des valeurs occidentales. On se définit à partir des éléments de fabrication occidentaux. Vous comprenez? Lorsque, par exemple, moi je sais, parce qu'on a l'habitude quand même d'échanger avec des personnes d'un certain âge, voilà, qui ont aussi connu des personnes d'un certain âge. Quand vous discutez avec ces personnes, elles vont vous dire que avant, par exemple, avant les indépendances, c'est vrai, c'était cette même mentalité dont on voit dans son paroxysme d'expression aujourd'hui, mais elle n'était pas aussi accentuée. Les gens, par exemple, ne se définissaient pas à partir des éléments de consommation. Les gens ne pouvaient pas se définir à partir des voitures. Les gens ne pouvaient pas se définir à partir des maisons. Les gens ne pouvaient pas se définir à partir même des vêtements qu'ils avaient sur eux, des marques qui venaient d'ailleurs, Gucci et tout ce que vous imaginez. Les gens n'étaient pas dans une rivalité profonde comme aujourd'hui. C'est-à-dire que comme moi j'ai une voiture, vous n'en avez pas, alors je suis au-dessus de vous. Comme moi j'ai une maison, vous n'en avez pas, alors je suis au-dessus de vous. Et vice-versa, pour celui qui n'en a pas, il se voit en dessous. Donc ça fait que les gens ne pouvaient pas s'exprimer comme ça. Mais au jour d'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que c'est un phénomène qui est criard. C'est un phénomène qui a pris des proportions inimaginables. Des fois même, il y en a, lorsqu'on aborde le sujet avec eux, qui vous disaient que on pense qu'il faut que tout le monde disparaisse pour qu'on ait d'autres états. Mais la réalité, c'est que c'est quelque chose qui s'est construit. C'est pour ça que l'éducation, pour construire un peuple, pour construire un continent, l'éducation a été fondamentale. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte, quand vous venez par exemple dans un pays comme le Cameroun, les programmes éducatifs que l'on utilise au Cameroun, à partir desquels on fabrique la population camerounaise, mais ce sont des programmes éducatifs qui ont été mis sur pied par d'autres personnes, qui ont été mis sur pied par d'autres. Et il y a quelqu'un qui disait que, notamment le général de Gaulle, une expression que j'aime très bien, qui disait que les États n'ont pas d'amis. La France n'a pas d'amis, mais elle n'a que des intérêts. Bon, maintenant, si c'est la France, par exemple, qui doit mettre sur pied les politiques éducatives à partir desquelles on va fabriquer les populations africaines, une partie des populations africaines, ce n'est pas pour les Africains. C'est d'abord pour elles. Donc, ça fait que les programmes qu'on met sur pied, c'est pour fabriquer une masse de population qui sera beaucoup plus utile à la France et que à ces États-là. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que ces États, ces populations seront beaucoup plus tournées vers celui qui les a fabriqués. C'est lui qu'ils vont prendre pour modèle. C'est pour ça que les modèles, même ce que nous appelons développement, c'est calqué
sur les modèles de ceux qui ont mis sur pied les politiques éducatives à partir desquelles on a fabriqué la plupart. Donc vous comprenez à partir de là que des personnes comme Kwame Nkrumah, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était des personnes qui avaient des intentions nobles. Exactement. Qui avaient vraiment des intentions nobles. Parce que voulant une Afrique forte, voulant une Afrique puissante, voulant des Noirs qui allaient à la conquête du monde, comme on l'a vu par le passé. Mais sauf que là, on partait, je préfère vraiment parler comme ça de manière directe, de manière claire, mais sauf que là, on partait avec les armes ou alors les moyens que d'autres nous avaient donnés et dont ils maîtrisaient mieux l'intention. Vous comprenez? Parce que les Kwame Nkrumah, c'est le produit de la fabrication britannique. Vous comprenez? Et les Britanniques ne pouvaient pas fabriquer des personnes qui allaient être contre les intérêts de la Grande-Bretagne. Vous voyez? Donc, c'est ça qui fait que même les élites que les pays africains ont aujourd'hui, ce sont des élites qui ne servent vraiment pas aux populations africaines. Qui ne servent vraiment pas au continent africain. La preuve en est que, par exemple, je prends le cas du Cameroun. Quand vous venez au Cameroun, vous voyez, il y a par exemple des hôpitaux qui sont là, mais aucune de ces élites ne va dans ces hôpitaux. Pourtant, il y a des écoles de formation de gauche à droite qu'on met sur pied, qui sont subventionnées par le contribuable camerounais. Mais vous vous rendez compte que les élites d'ici ne fréquentent pas ces établissements, ne fréquentent pas ces établissements hospitaliers. Pourquoi? Parce qu'on a pour modèle la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Belgique et tout le reste. Et on estime que c'est là-bas qu'on se sent plus en sécurité. Vous comprenez? Donc, ça montre à suffisance que, parce que ce qu'il faut dire pour sortir, c'est que les élites ou alors les dirigeants que nous avons en Afrique actuellement, si vous voulez, c'est la résultante d'un Kwame Nkrumah. Vous voyez, il y en a beaucoup qui se définissent comme des panafricanistes. Nous avons par exemple quelqu'un qui, lorsque des fois vous l'écoutez, c'est très amusant, l'ancien président du Congo, qui a été pendant un moment même comme lieutenant de Patrice Lumumba, qui a également été un grand panafricaniste. Mobutu. C'est Seko. Voilà, c'est Seko. Mais maintenant, quand vous voyez la manière dont ce monsieur a géré le Congo, vous pouvez bien comprendre que c'est tout simplement parce que c'était une fabrication belge. Donc, il ne pouvait pas servir les intérêts du Congo. vous comprenez? Donc, pour sortir, c'est important de comprendre que ces personnes, elles avaient des intentions vraiment nobles, mais sauf que les armes à partir desquelles elles pensaient pouvoir faire, que ce soit en Kwame Nkrumah, que ce soit les Marcus Garvey et autres, c'était des armes que d'autres leur avaient données et dont ils maîtrisaient mieux l'intention. Exactement. Donc on peut dire que la colonisation n'est plus physique aujourd'hui, mais elle est beaucoup plus, mentale et plus dévastatrice même. Exactement. D'accord. Aujourd'hui, on a deux formes de panafricanisme. Il y a le panafricanisme d'avant les indépendances et le panafricanisme d'après les indépendances. Après les indépendances, justement, pourquoi le panafricanisme semble-t-il avoir perdu de son élan? Est-ce la faute des élites politiques, entre autres, comme tu disais tantôt, des influences extérieures ou d'une mauvaise compréhension du projet panafricaniste? Parce que quelqu'un comme Kwame Nkrumah, tu l'as si bien dit, il est venu avec des idées nobles. C'était lui le premier à parler des États-Unis d'Afrique. Mais déjà parmi les chefs d'État africains, il y avait ceux qui étaient contre cette idéologie panafricaniste. Je pose donc la question de savoir, est-ce que ces élites politiques ont contribué à tuer véritablement cet élan de panafricanisme qui venait justement de Kwame Nkrumah? Et puis deuxième chose, tu fais bien de le dire, l'Occident c'est un système. En Afrique, on ne peut pas se lever seul et aller combattre contre un système. Il faut également former un système capable de rivaliser avec un autre système. Est-ce que la voix de Kwame Nkrumah seule ne pouvait pas compter pour autant
dans toute l'Afrique et que finalement, il n'a pas eu gain de cause dans le combat qu'il menait. Et que les véritables adversaires étaient déjà d'abord même ses pairs africains avant même le système occidental. Voilà. Ce qu'il faut dire, c'est que lorsque vous voyez l'hégémonie du système occidental dans le monde, les Occidentaux ont compris les lois qui régissent le monde. Parce que pour gouverner le monde, il faut... c'est pas les humains qui gouvernent le monde. Ce sont des fréquences. Comme j'ai parlé d'énergie tout à l'heure, mais l'énergie, elle agit en fréquence. C'est pour ça que toutes les formes énergétiques ne dégagent pas la même vibration, n'ont pas la même fréquence. Vous voyez? Donc, ça fait qu'il y a des fréquences supérieures qui ont une ascendance absolue sur les fréquences inférieures. Donc, ça fait que les Occidentaux se sont connectés à ces fréquences supérieures. Et de manière naturelle, ben, c'est normal qu'elles aient cette hégémonie. Parce que c'est même à partir de ces fréquences supérieures qu'elles peuvent organiser leurs environnements. De telle sorte que leurs environnements deviennent attrayants pour toutes les populations de la Terre. vous voyez? Donc, le problème, c'est que l'Nkwame Nkrumah et les autres, peut-être ils étaient connectés à certaines fréquences, mais ce n'étaient vraiment pas des fréquences absolues. Et ça peut se définir comment? Parce que vous allez vous rendre compte que lorsque vous rentrez dans ces fréquences supérieures, peu importe votre couleur, c'est pour ça qu'ailleurs on dit de vous que vous êtes un citoyen du monde. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que l'on sait très bien que c'est l'énergie, ou alors ce sont ces fréquences-là qui agissent au travers des visages, au travers des différents visages, et à différentes fréquences. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui rentre dans des fréquences, à ce niveau de fréquence très avancé, peu importe sa couleur de peau, ben, il devient la force agissante de ces fréquences. Il devient, si vous voulez, il devient comme l'intermédiaire entre ces fréquences et les fréquences inférieures. Vous comprenez? Donc, ça fait que des personnes comme Kwame Nkrumah, elles ont été isolées. Et même toutes les autres, c'est-à-dire ceux qui les ont suivis, et même ceux qui étaient là avant. Si c'était des personnes qui existaient dans ce niveau de fréquence, elles ne verraient pas de noirs, elles ne verraient pas de race, mais elles seraient au service de la civilisation. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Très bien. Elles seraient au service de la civilisation, elles seraient vues comme des citoyens du monde. Elles ne se seraient pas mises dans une revendication qui était perdue d'avance. Vous comprenez? C'est pour ça que des empires comme l'Égypte, les empires comme l'empire égyptien, ben, c'est des empires qui ont gouverné le monde. Parce que c'est une très haute fréquence. Avec une très haute fréquence. Parce que c'est des personnes qui existaient dans ces fréquences. Vous n'avez qu'à voir les noms qu'ils s'attribuaient. Il y a par exemple Ra, le pharaon qui s'appelait Ra, le soleil. Ce sont des fréquences très avancées, très élevées. Donc, il s'appelait le fils du soleil. Donc, vous comprenez que derrière ces visages, c'était vraiment des fréquences vibratoires et très élevées. Donc, c'est ce qui s'expliquait par le fait que on pouvait voir toute l'architecture derrière l'Égypte, on pouvait voir toute l'hégémonie que l'Égypte avait sur la terre. Vous voyez. Et l'une des choses qui a renversé la tendance aussi, c'est que les Blancs, lorsqu'ils sont allés en Égypte, ils y sont allés de manière humble. Pas pour chercher à être reconnus. Ou alors pas pour chercher à revendiquer quoi que ce soit. Mais ils sont allés apprendre. On peut également le voir même avec aujourd'hui des empires comme l'empire chinois, comme la Chine. C'est-à-dire, sachant où ils en étaient, ils sont allés vers les autres pour apprendre. Et vous voyez ce que la Chine est devenue aujourd'hui. Donc vous comprenez que si normalement les pères fondateurs du panafricanisme avaient compris cet élément-là, et s'ils voulaient vraiment rentrer dans la réalité de ce qu'on pourrait appeler panafricanisme, c'est des personnes qui seraient allées vers les autres pour apprendre. Pas pour revendiquer quoi que ce soit. Parce que les moyens avec lesquels ils partaient pour revendiquer, c'était des moyens perdus d'avance. Vous comprenez? C'était des moyens que d'autres leur avaient prêtés. Et ils ne maîtrisaient pas l'intention derrière ces moyens-là. Et vous allez vous rendre compte que ils auraient eu sûrement les clés qui ont permis aux autres d'accéder à ces fréquences élevées. Donc de telle sorte que l'Afrique aujourd'hui ne serait pas celle qui est totalement dépendante des autres.
Parce que si vous vous rendez bien compte, vous allez vous rendre compte que l'Afrique est totalement dépendante des autres. Vous comprenez? Exactement. Totalement dépendante, à tous les niveaux. C'est-à-dire que les Africains, même l'idée que les Africains ont de se fond d'eux-mêmes, c'est les autres qui les leur donnent. Oui. L'idée que les Africains se font d'eux-mêmes, c'est les autres qui les leur donnent. L'idée, la manière dont les Africains conçoivent la politique même, c'est les autres qui les leur donnent. C'est pour ça qu'en Afrique, on est convaincu qu'un homme politique, c'est celui qui, quand il accède à la magistrature suprême, ben, il doit utiliser le bâton pour dompter tout le monde. Vous comprenez? Si vous observez bien l'Afrique, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ça qui explique aussi les guerres civiles et tout le reste. Parce que personne ne peut accepter se faire mater sans réagir. Vous comprenez? C'est ce qui explique aussi c'est vrai que des fois des dissidents sont instrumentalisés par des forces exogènes, mais c'est cet élément que l'on utilise. C'est-à-dire ce désir d'affirmation. Mais quelqu'un qui existe réellement dans des fréquences élevées, ben, c'est de manière naturelle que son hégémonie s'affirme. Parce que ce n'est pas lui. Ce sont ces forces qui se projettent au travers de lui. Et donc, la volonté de puissance, au-delà d'être physique et matérielle, est d'abord spirituelle. Elle est d'abord spirituelle. Parce que la puissance, quand on parle de la puissance, c'est l'esprit qui est la puissance. Et maintenant, l'esprit peut s'appuyer sur la matière, s'appuie sur la matière pour exprimer sa puissance. Ou si vous voulez, la matière, c'est l'ombre de l'esprit. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que vous pouvez voir, quand vous observez les environnements des pays occidentaux, lorsqu'on vous parle par exemple d'une ville comme Paris, mais elle attire toutes les populations d'Afrique. C'est pas que ce sont ces maisons qui attirent, mais ce sont ces forces qui sont derrière. C'est pour ça même qu'on parle là-bas d'une architecture gothique, c'est-à-dire une architecture qui vient d'ailleurs. Une architecture qui a pour origine les astres, si vous voulez. Vous comprenez? Mais vous pouvez venir dans une ville comme, vous pouvez aller dans une ville comme Libreville. Vous voyez, il y a un gratte-ciel qui atteint les nuages, mais ça n'attire personne. Vous comprenez? Parce qu'elle n'est pas chargée. Oui, parce qu'elle n'est pas chargée. Même chose avec les visages des individus. Vous comprenez? C'est pour ça que moi, je l'ai souvent vu. Et il y a une image qui m'a amusé dernièrement où l'on présentait le président des États-Unis avec certains présidents africains. Ils étaient comme des petits enfants devant le président. C'est-à-dire que même dans son expression, c'est comme pour leur dire que moi je dégage, c'est que je suis le fils des astres. Comme aura. Voilà, comme aura, je suis le fils des astres. Et vous êtes mes fabrications. Il était assis dans le bureau avant, et les autres étaient debout. Comme un père et ses enfants. Comme un père et ses enfants. Et à un moment donné, même il y a une autre image que j'ai vue, ben, ils étaient plutôt devant lui. Et il était assis là comme le maître. Vous comprenez? Donc c'est une question d'énergie. C'est une question ce sont des messages subliminaux. Ce sont des messages subliminaux, ce sont des messages. Mais sauf que lorsqu'on est enfermé dans la consommation, on ne peut pas comprendre ces messages. Vous voyez? On sera juste content du fait que, ok, j'ai été au bureau ovale. Donc je suis devenu aussi un grand président. Quitte à rentrer avec la casquette de Donald Trump et se vanter dans son pays d'avoir... Exactement. Donc ça fait que sur le plan politique, je préfère toujours sortir par là et le préciser comme ça. Même sur le plan politique, il y avait... en fait, les idées étaient nobles. vous comprenez? Les idées étaient nobles de toutes ces personnes, mais sauf que vraiment, on partait sur une base perdue d'avance. Perdue d'avance. Parce que les autres, ayant caché la voie du vrai développement. Vous comprenez? La voie du vrai développement. C'est pour ça que je précise bien que le développement en lui-même, il est vertical. Il n'est pas horizontal. Exactement. L'horizontalité n'en est que la conséquence. Vous comprenez? Ça fait que les Kwame Nkrumah, ils avaient vraiment une volonté, mais sauf que ils avaient été comme déconnectés, ou alors ils avaient été comme totalement désorientés. C'est un peu comme il y a un général chinois, japonais, je pense Sun Tzu, qui a commis un livre dans lequel il dit que pour avoir l'avantage sur un ennemi, il faut l'envoyer vers une fausse piste. vous comprenez? Donc je pense que la plupart des pères fondateurs du panafricanisme ont été orientés vers une fausse piste
Donc, de telle sorte que c'est à partir de là que toute l'Afrique aujourd'hui, on a comme l'impression qu'elle est neutralisée. Alors, comment comprendre la création des différentes organisations, notamment l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, très chère à Kwame Nkrumah, et puis de l'Union africaine. S'agit-il d'une continuité du rêve panafricain ou alors tout simplement une institutionnalisation qui a fini par étouffer le panafricanisme, cette volonté panafricaniste? Voilà. Donc, c'est pour ça que, comme je l'ai dit, toutes les initiatives qui avaient été prises par les pères fondateurs du panafricanisme, elles étaient nobles. Parce qu'ils étaient sûrs qu'en le faisant, ça améliorerait la condition de l'Afrique. Vous voyez, ça améliorerait les conditions de l'Afrique. Sauf que des institutions comme l'OUA, et qui est devenu plus tard UA, vous pouvez vous rendre compte combien est-ce que c'est des organisations en réalité qui existent juste sur le papier. Vous voyez? Parce que lorsque vous rentrez, par exemple, dans des organisations sous-régionales, on parle par exemple d'intégration sous-régionale. Mais ces intégrations-là, nul et nul est fait. Nul et nul est fait. Quand vous allez sur le terrain. Mais sur le papier, ça existe. Vous comprenez? Pour partir du Cameroun au Gabon, on demande encore un passeport. Ils sont exigeants. Exactement. Or, on parle de la sous-région. Voilà. Parlant justement de ce que tu viens de dire là. Donc, ça fait même mal à la tête. Voilà. À la fin. Donc, ça fait que c'est des organisations qui existent sur le papier, mais dans la réalité, il n'en est rien. Bon, maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que ce ne soit pas possible? C'est-à-dire que ce soit des organisations dont l'effet recherché n'a pas été escompté. C'est tout simplement parce que, je vous prends un cas simple. Quand vous venez dans un pays comme le Cameroun, où vous avez pratiquement 30 millions d'habitants, posez la question de savoir à chacun pourquoi est-ce qu'il sort le matin de chez lui. Il vous dira qu'il sort pour lui et sa famille. Vous comprenez? Il vous dira qu'il sort pour lui et sa famille. Maintenant, cet enjeu individualiste, cet enjeu qui peut être familial, il peut aussi, vous pouvez le renvoyer à une dimension nationale, d'où cet instinct de nationalisme qui des fois peut être contre-productif. Vous voyez? Donc, comme pour revenir au Cameroun, quand chacun vous dit qu'il sort de chez lui le matin d'abord pour sa famille. Bon, imaginez-vous donc les 30 millions de Camerounais. Donc vous comprenez que c'est 30 millions d'intérêts divergents. 30 millions d'intérêts divergents. Bon, une telle masse de population, en réalité, elle ne peut pas vraiment être utile à un pays. Élargissez ça au niveau sous-régional. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que moi, je me suis par exemple amusé une fois dans le cadre de nos activités. Nous nous sommes retrouvés au Congo-Brazzaville. Et nous avons décidé d'y aller par la route pour expérimenter, puisqu'à cette époque-là, on parlait de la route qui relie Yaoundé à Brazzaville. Nous voulions voir à quoi ça ressemble. Nous sommes arrivés à la frontière, à l'entrée, comment je vais appeler? Nous sommes arrivés, on appelle cette ville, c'est-à-dire c'est la première ville entre le Cameroun et le Congo, qui s'appelle Ntam. Et nous sommes rentrés dans Ntam au niveau de la frontière. Mais il y a des hommes en tenue qui nous ont agressés. Ils nous ont agressés. Malgré que nous avions des passeports camerounais. Nous étions deux, ils nous ont agressés. Et ils nous agressaient parce qu'ils voulaient de l'argent. Ils nous ont agressés. Pourtant, on parlait de la CEMAC. Pourtant, on parlait de la CEMAC. Et nous avions des passeports en bonne et due forme. Et nous avions les cachets qui nous avaient été donnés au niveau des frontières du Cameroun. Vous au niveau des postes des douanes et autres. Nous autorisant à sortir du Cameroun. Vous voyez? Donc, au niveau de l'entrée du Congo, ils nous ont agressés. Oui, en Tam, ils nous ont agressés. Il y a même eu une altercation forte entre mon collègue et l'un des gendarmes. Pour vous dire vrai, ils en sont même pratiquement venus aux mains parce que lui s'est interposé, il a dit, non, nous sommes, il y a des conventions,
qui réunissent nos deux États, donc nous ne pouvons pas arriver ici, vous nous imposez cela. On parle d'intégration Voilà. sous-régionale. On parle d'intégration sous-régionale. Donc vous comprenez que la mentalité même que l'on rencontre dans nos différents pays qui renvoie à la consommation ne permet pas cette intégration. Parce que même si au plus haut sommet de nos États, l'on peut penser que c'est quelque chose qui est effectif, lorsqu'on va sur le terrain, la mentalité, ben, elle est rétrograde. Vous comprenez? Elle ne permet pas à ce que l'intention qui est émise, qu'elle soit vraiment réalisée sur le terrain. Vous comprenez? Parce que de la même manière qu'au niveau du Cameroun, les gens sortent pour eux-mêmes. C'est pareil au Congo. Quand vous allez dans ces pays-là, à n'importe quel poste de police, on vous dit Mbongo, 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 qui veut dire l'argent? Mbongo, que s'il n'y a pas le Mbongo, vous ne passez pas. S'il n'y a pas le Mbongo, le Mbongo. Vous comprenez? Donc, ça fait que ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. Est-ce que ce n'est pas la précarité dans laquelle nous vivons qui pousse les uns et les autres à sortir d'abord pour eux-mêmes et peut-être enfin plus tard sortir pour la communauté, d'où le terme même panafricaniste qui porte ce sens-là propre, c'est-à-dire penser à toute la communauté. Et si chacun pensait à toute la communauté, on devait monter d'un cran, on devait de façon nationale, de façon sous-régionale, pour que l'intégration sous-régionale, pour rester dans le cadre de la CEMAC de l'Afrique centrale, soit vraiment effective. Est-ce que ce n'est pas la précarité aussi dans laquelle les Africains vivent? Parce que si toi déjà tu n'arrives pas à manger, tu ne peux pas penser aux autres. Tu vas d'abord chercher pour toi. Maintenant, une fois que tu seras rassasié et à l'abri du besoin, si tu penses que l'Afrique a toujours vécu dans ce qu'on appelait le communautarisme, à ce moment-là, tu vas commencer à réfléchir que, ah tiens, comme moi quand même je suis sorti de cette précarité-là, il faut que j'emprunte à la fois mes idées, tout ce que je peux avoir pour permettre aussi au bien-être de ceux qui sont autour de moi. Bien qu'il y en a ici, parlant des politiques justement, qui ont déjà des milliards et des milliards de francs qui ne sont jamais rassasiés et qui ne souhaitent même pas que les miettes soient prises par le bas peuple. Bon, ça dépend de ce qu'on met dans précarité. Pourquoi je le dis? Parce que pour moi, lorsqu'on parle de précarité, la dimension matérielle n'est que la conséquence de la précarité réelle. Pourquoi je le dis? Ou alors la dimension de transformation. La matière n'est que la conséquence. J'aime souvent prendre en exemple un pays comme la Corée du Sud. La Corée du Sud, à la fin de la guerre de Corée, 1953, le Cameroun envoyait, les aides. ne citer que le Cameroun, envoyait des aides dans ce pays. Et c'est un pays dont le PIB par habitant, à la fin des années 60, et à la fin des années 50, autant pour moi, était de moins de 1500 francs. PIB. Oui, 1500 euros. Le PIB par habitant. 1500 euros. En 1953, au début des années 60, autant pour moi, était de 1500. Donc, un peu moins que le PIB par habitant du Cameroun à cette époque-là. Mais au jour d'aujourd'hui, le PIB par habitant en Corée du Sud est de 25 000 euros. Vous comprenez, vous voyez la différence. Mais vous allez comprendre que c'est un pays qui est parti de très bas et il s'est retrouvé là où il se trouve aujourd'hui. La Corée du Sud aujourd'hui est premier exportateur de produits électroniques dans le monde. Après vient le Japon. Le Japon, justement. Notamment avec ces différentes marques que beaucoup utilisent, que je n'ai pas envie de citer ici. Voilà. Donc, vous comprenez que la réalité, c'est que lorsqu'on parle de la précarité, elle n'est pas matérielle, mais elle est beaucoup plus au niveau de la vision. Parce qu'un peuple qui est sans vision, ben, il n'a rien en réalité. Donner lui-même beaucoup d'argent, ça ne lui sert à rien. Ce sera comme un gros gâteau dont les plus forts voudront s'en accaparer. Pour eux, au détriment des autres. Donc c'est ce que l'on observe dans nos pays, notamment ici en Afrique. Vous voyez? C'est-à-dire que comme la plupart sont enfermés dans la consommation, ben, on n'a aucune vision pour le pays. Aucune vision. Donc de telle sorte que même les petits moyens matériels qui sont là, ben, chacun veut prendre sa part du gâteau. Nos pays sont
les plus riches, s'il faut utiliser un tel terme, en termes de ressources, de matières premières. Mais nous sommes incapables de transformer cette matière. Tout au contraire, lorsque cette matière est prise ici par les autres et puis transformée, ben nous courons pour acheter. Nous courons pour ramener ça ici et prétendre que nous avons réussi. Même chose, même pour les élites. Vous comprenez? Donc vous comprenez que c'est un problème de vision. C'est un problème de vision. C'est pour ça que si l'Afrique, c'est pour ça que l'Égypte avait à sa tête des visionnaires. Donc c'est pour ça que l'Égypte est devenue ce qu'elle était devenue. Et maintenant, moi je vous assure que si les grands empereurs égyptiens reviennent aujourd'hui, ils se reconnaîtront beaucoup plus sur l'Occident que sur l'Afrique. Pourquoi? Parce que l'Occident, ce n'est que la forme, ce n'est que la continuité, ou si vous voulez, c'est la forme améliorée de l'Égypte, de l'ancienne Égypte. Oui, mais sauf que l'Égypte n'avait pas de prétention d'imposer sa vision du monde à d'autres peuples, bien que l'Occident a copié en Égypte, mais l'a transformé dans son modèle anthropologique. D'après vous, l'Égypte, ben, est-ce qu'elle faisait des efforts pour avoir cette hégémonie qu'elle avait sur le monde? Elle ne faisait pas d'efforts. Parce que c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que c'est parce que c'était la projection des astres. Donc ce sont les astres qui se projetaient. Et donc c'est pour ça que l'Égypte attirait toute la terre à elle. Vous comprenez? Au jour d'aujourd'hui, c'est de la même manière que l'Occident attire tout le monde. Et aujourd'hui, c'est même encore plus grave parce qu'il y a la force des réseaux sociaux, il y a la force des médias, des masses médias, et il y a la force des personnes qui partent d'un bout du monde à l'autre et qui font que ça suscite, ça crée l'imaginaire des populations africaines. Donc de telle sorte que personne ne peut résister à cette force qui attire, cette force vibratoire qui attire, ces forces astrales qui s'expriment derrière la matière, derrière la transformation de la matière. Donc c'est pour ça que lorsque moi je me suis amusé une fois, je ne vais pas dire que je me suis amusé, mais ça a été un fait, mais qui m'avait beaucoup parlé par la suite. La première fois que j'arrive dans une ville occidentale, c'était l'Espagne, Barcelone notamment. Lorsque j'arrive dans la ville de Barcelone, l'avion n'avait même pas encore atterri. Quand je regardais les lumières, je voyais tout ce qui était là, ben, j'ai commencé à sourire. Vous comprenez? Tu te croyais arriver au paradis? Mais bien sûr, je me suis mis à sourire tout seul. Vous comprenez? Parce que je disais... De façon naturelle. De manière naturelle. Donc c'est pour ça que vous comprenez que c'est une force, c'est normal qu'elle attire tout le monde. Donc, comme pour sortir et dire que le problème de nos pays, ce n'est pas un problème de moyens extérieurs, de moyens matériels, mais c'est que la précarité, elle est dans l'imaginaire qui a été fabriqué, qui a été construit, un imaginaire totalement artificiel. Vous comprenez? Parce que ce qu'il faut dire, c'est que ce que les autres ont fait, c'est qu'ils savaient très bien que ce soit les populations africaines, que ce soit les ressources de ces États africains, il fallait construire non seulement un marché, mais également un magasin. Un magasin dans lequel on vient prendre. Donc c'est pour ça que lorsqu'ils ont besoin de matières premières, ils viennent prendre ici. Lorsqu'ils ont besoin de ressources humaines, ils viennent prendre ici. Lorsqu'ils ont besoin d'écouler leur marché, leurs produits manufacturés, c'est ici qu'ils viennent vendre. Et nous signons volontiers des accords avec eux pour qu'ils viennent prendre. Des accords pour qu'ils viennent prendre. Et maintenant, qui signe ces accords? Ce sont les élites. Et la plupart du temps, ce sont des accords qui sont en défaveur des populations, mais qui bénéficient beaucoup plus aux élites. Vous comprenez? Donc vous comprenez que même ces élites ont été fabriquées exactement pour jouer le rôle qu'elles jouent. Pas en faveur de l'Afrique. Et c'est pourquoi elles maintiennent justement ces élites-là à la tête de nos États. Mais bien sûr. Pour continuer justement à servir leurs intérêts. Et ça, c'est normal. C'est normal. Pourquoi? Parce que en diplomatie, dans les relations internationales, ce sont des rapports non seulement de force, mais également des rapports d'intérêt. Donc, dans ce conciliabule-là, ou alors dans tout ce défilé, si l'Afrique ne se repense pas, c'est-à-dire si l'Afrique ne trouve pas le chemin qui mène au vrai développement, si l'Afrique ne trouve pas le chemin qui mène à la connexion
peut-être avec des fréquences vibratoires au-dessus même de la fréquence, des fréquences vibratoires qui s'expriment derrière l'Occident, je ne pense pas que ce soit possible pour l'Afrique. Mais une chose est sûre, c'est que c'est possible que l'Afrique se connecte à des fréquences plus élevées et que nous rentrions véritablement, que l'Afrique rentre véritablement dans une sorte d'hégémonie en proposant peut-être un autre modèle de civilisation. J'aime bien ce discours d'espoir et c'est très important. Oui, bien sûr. Quand on voit nos élites agir, c'est à croire que toute réflexion logique n'a plus de la tête parce que la semaine dernière, j'ai discuté avec un cadre des hydrocarbures au Cameroun qui me faisait savoir qu'il y a une localité du Cameroun qui s'appelle Bakassi et cette localité à elle seule détient 15% de pétrole et de gaz dans le monde entier, pas de l'Afrique, dans le monde entier. Mais regardez là où le Cameroun se situe. Donc j'aime bien ce genre de discours d'espoir. Il est important qu'on fasse ce qu'il y a lieu de faire. On ne doit pas chercher une bataille sur le plan matériel, sur un développement horizontal, mais on doit chercher à couper le lien spirituel. Tant que ce n'est pas fait, quel qu'en soit le pouvoir ou alors la puissance de volonté qu'on pourra avoir, ils auront toujours une hégémonie sur nous. Bien entendu. Frère, aujourd'hui, beaucoup se revendiquent panafricanistes. Alors, selon toi, qu'est-ce qui distingue un vrai panafricaniste d'un panafricaniste de façade? Je vais prendre un exemple. Nous avons le président de la transition du Burkina Faso qui s'appelle Ibrahima Traoré. Et donc, beaucoup considèrent comme un panafricaniste, un vrai. Bon, maintenant, sauf que son soutien, nous le savons tous, c'est la Russie. Maintenant, ce qu'il propose comme idéologie, est-ce que la Russie ne viendra pas avec son modèle à lui, comme tu disais tantôt, pour phagocyter justement cette idée-là? Parce que beaucoup le considèrent comme un panafricaniste, un vrai. Mais moi, je suis réservé. Je suis vraiment réservé là-dessus, jusqu'à preuve de contraire, parce que il s'appuie sur une béquille qui est la Russie. Nous dit-on non, la Russie n'a jamais eu de velléité en Afrique, expansionniste. La Russie n'a jamais pris les Africains en esclavage. Mais comme tu l'as dit tantôt, les relations diplomatiques, c'est d'intérêt à intérêt. Moi, je ne peux pas te soutenir sans rien avoir. Est-ce que ça ne craint pas que le modèle russe soit imposé au Burkina Faso et plus tard dans l'espace Sahel et qu'on retombe dans les mêmes travers comme ce dont nous sommes en train de parler? Parlant des panafricanistes, des vrais, s'il y en a, et puis ceux qui sont factistes aujourd'hui. Ou alors les panafricanistes de façade. Voilà, ce qu'il faut dire, comme je l'ai tantôt si bien dit depuis le début de l'émission, des personnes comme monsieur Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, son intention peut être noble. Son intention peut être noble, c'est-à-dire celle d'amener le Burkina Faso et peut-être l'Afrique, ou d'abord l'AES, et puis l'Afrique à un certain niveau. Mais sauf que vous vous souvenez très bien que lorsque les colons commencent à arriver en Afrique, ben, ils ne sont pas venus avec le bâton tout de suite. Ils sont d'abord venus comme des missionnaires, qui étaient en réalité des informateurs, c'était même d'abord, premièrement, des explorateurs. Et les explorateurs, en venant, ils venaient comme des amis. Ils venaient voir à quoi ressemble le territoire. Ils venaient voir à quoi ressemblent les populations d'ici. Ils venaient voir, étudier les populations d'ici, savoir comment s'y prendre pour rentrer, pour s'accaparer d'ici. Et après cela, il y a les missionnaires qui sont arrivés. Ben, les missionnaires, en venant, ils sont venus comme des bienfaiteurs. Ils ont construit des écoles, ils ont fait ci à gauche, ils ont même apporté la médecine dite moderne. Bref, ils sont venus comme des bienfaiteurs en Afrique. Mais maintenant, lorsque il a commencé à avoir certains mouvements de contestation des anciennes
des tribus qu'ils avaient trouvées sur place, parce que ce qu'il faut dire, c'est que lorsqu'ils arrivent ici, nos peuples sont organisés en tribus, en communautés. Voilà. Bon, maintenant, lorsque certains anciens de ces communautés se rendant compte que, en réalité, c'était des mouvements de déracinement, mais il y a des contestations, il y a eu des mouvements de contestation. Et après cela, les colons sont arrivés avec les armes. C'est-à-dire, on a sorti le bâton, n'est-ce pas? Et des années après, des décennies après, nous voyons ce qui s'est produit, ce qui s'est passé. Donc, c'est comme pour dire que des peuples comme la Russie, des peuples comme le peuple russe, ce sont des peuples de la même nature que les Occidentaux, que les peuples occidentaux. C'est la même racine. C'est même pour ça que vous allez vous rendre compte que la Russie fait partie du petit cercle de gouvernance du monde. Du petit cercle. Il fait partie du G7, il fait partie du G20, il fait partie du Conseil de sécurité. Et même du G5. Et même du G5, notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies. La Russie, et il a le droit de veto. La Russie, ça veut dire que c'est un pays qui compte sur le plan de la gouvernance mondiale. C'est un pays qui compte. Donc ça veut dire que c'est un pays qui regorge de facultés que le Burkina ne maîtrise pas. Je vous ai dit tout à l'heure que pour faire partie du petit cercle de gouvernance, pour être dans le cercle de la gouvernance, ce n'est pas les hommes qui gouvernent, mais ce sont des fréquences élevées qui gouvernent. Et les gouvernants sont des représentations directes de ces fréquences. Mais si vous n'existez pas dans une telle fréquence, maîtrisez-vous l'intention de celui qui vient vers vous qui existe dans cette fréquence-là? Pas toujours. Même pas. Même pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence de fréquence. Et tout simplement parce que lui existant là-bas, dans cette fréquence, même l'imaginaire que vous vous faites de lui, c'est lui qui l'a construit. C'est lui qui l'a fabriqué. Même si ça a été via un autre visage. Parce que le Burkina Faso, ce sont des anciennes colonies françaises. Vous voyez? Mais il n'y a pas de différence entre la France et la Russie. Sauf que la Russie, quand vous observez très bien, mais la Russie, elle est dans son mode de gouvernance, elle est plus sophistiquée. Elle est plus sophistiquée. Elle est plus... comment je vais appeler ça? La Russie semble être plus... subtil. C'est ça le bon terme. Subtil, plus malin. Ou si vous voulez, plus maligne. Donc vous comprenez que à côté de la France, la Russie, c'est pas n'importe qui. Donc ça veut dire que quelqu'un comme un peuple comme celui du Burkina, ou même de l'AES en général, ben, il ne maîtrise pas. Il ne joue pas dans la même cour que les Russes. Vous comprenez? Donc, si vous voulez, je vais m'aller plus loin. C'est-à-dire que c'est vraiment comme si vous avez affaire à un petit garçon qui a à côté de lui un monsieur qui a roulé sa bosse, un monsieur qui a 65 ans, ou si vous voulez même 90 ans d'expérience. Avec tout le charisme qui va avec. Mais que peut ce petit enfant? Absolument rien. Vous comprenez? Donc, ça fait que la Russie surfe donc sur le fait que elle maîtrise, elle a une maîtrise parfaite du peuple du Burkina, et même de l'Afrique en général. Donc, ça fait qu'elle ne peut pas utiliser les mêmes moyens pour venir en Afrique que les autres ont utilisé. Elle va venir de manière plus subtile, de manière plus soft. Elle va venir, elle sait que les peuples africains sont au niveau où elles veulent manger, et ils veulent manger. Ils veulent avoir le minimum vital. Et ils viennent se présenter comme des bienfaiteurs. Vous comprenez? Et comme les défendeurs, comme des justiciers contre ceux qui étaient présentés comme les oppresseurs, c'est-à-dire que le bloc occidental, avec la France, les États-Unis et tout ce qui s'ensuit. Donc, vous comprenez que les peuples africains n'ont aucun moyen de faire face à ce que peut représenter la Russie. Parce que vous allez vous rendre compte que, et ça c'est ce que j'ai l'habitude de dire, et pour sortir, je dis souvent une chose, la Russie sait où se trouve la clé de son développement. Mais maintenant, elle n'entraîne pas
les peuples africains dans cette fréquence-là. Mais elle propose plutôt aux peuples africains les conséquences. C'est-à-dire qu'on va venir, on va vous construire si, on va vous aider à faire des autoroutes, on va vous aider à développer votre agriculture. Développement horizontal. Et observez même le type d'accord que la Russie a avec les peuples africains, notamment le Cameroun. Mais ce sont des accords de commerce. Vous comprenez? Par exemple, au niveau du Cameroun, ce sont des accords commerciaux, notamment concernant l'armée. Imaginez-vous donc quelqu'un qui vous vend des armes. Non seulement il ne vous donne pas la formule à partir de laquelle il fabrique ses armes. Pour qu'il y ait un transfert. Pour qu'il y ait un transfert, mais même les armes qu'il vous vend, il peut les désactiver étant chez lui. Donc c'est un peu comme si vous donniez, la clé de chez vous à votre voisin. Ayant le double. Vous comprenez? Donc ça veut dire que nous partons vraiment sur une base totalement inégale. C'est-à-dire que le rapport de force qui existe entre la Russie et l'Afrique, elle est surtout en faveur de la Russie. Et c'est plus tard que nous allons nous en rendre compte. Parce que comme j'ai dit, pour sortir, si la Russie était sincère dans sa lancée, elle entraînerait l'Afrique, elle montrerait à l'Afrique ce qui fait sa force. Elle montrerait à l'Afrique le secret qui fait d'elle ce qu'elle est, de telle sorte que c'est ça qui permettrait aux Africains non seulement de commencer à fabriquer leurs propres armes, commencer à fabriquer leurs propres véhicules, commencer à structurer leurs environnements de telle sorte qu'il n'ait plus besoin de la Russie, de telle sorte qu'il n'ait plus besoin des Russes, de telle sorte qu'il n'ait plus besoin des Français, de telle sorte qu'il n'ait plus besoin des Américains. Parce que par exemple, même pour structurer nos environnements, les ingénieurs, c'est de ces contrées qu'ils viennent. Notamment au niveau de l'AES, la plupart des ingénieurs aujourd'hui qui y vont, ils viennent soit de la Chine, soit de la Russie. Vous comprenez? Donc ça veut tout simplement dire que c'est la même dynamique relationnelle qui continue avec la Russie, mais sauf que elle est plus soft, elle est plus subtile, parce que aussi le mode de gouvernance des Russes semble être plus subtil que le mode qu'a utilisé les autres pays de l'Occident. Est-ce qu'on ne peut pas quand même donner un petit crédit au célèbre Poutine? C'est vrai, il est Poutine en tant qu'individu, mais il a la tête quand même de tout un système. Parce qu'on l'a vu à travers les images que nous avons, on l'a vu aux côtés des Africains pour lutter. Pour des luttes d'indépendance, un peu comme les Che Guevara, les Fidel Castro et autres. Est-ce qu'on ne peut pas donner ce petit crédit-là quand même? Peut-être pas au système russe, mais à l'homme Poutine qui a la tête de ce système et qui a quand même des coudées franches pour faire un certain nombre de choses. Parce que Ibrahima Traoré, quand même dans son intelligence et sa sagesse aussi, a dit, bon, vous n'allez pas nous aider éternellement. Il faut faire un transfert de technologie pour que nous commencions à fabriquer nous-mêmes nos propres armes, nous-mêmes nos propres véhicules. Et d'ici quelques années, nous allons en savoir si effectivement la Russie est honnête vis-à-vis des pays de l'AES, en voyant des Burkinabés commencer à fabriquer eux-mêmes leurs propres armes, commencer à fabriquer leurs véhicules de guerre et autres. Mais la personne de Poutine, est-ce qu'on ne peut pas quand même lui donner un petit crédit pour ce qu'il a fait pour l'Afrique jusqu'ici? Parce que pour le moment, nous n'avions pas encore vu ce que Poutine a fait de mauvais, ou alors peut-être les résultats négatifs n'ont pas encore commencé à être probants et visibles. Peut-être ça sera plus tard. Mais bon, en attendant, est-ce qu'on ne peut pas quand même lui accorder ce petit crédit-là? Si vous voulez, Monsieur Poutine, c'est un visionnaire. C'est un visionnaire. Exactement. Monsieur Poutine, il est dans la logique de construire un bloc qui peut faire face à l'hégémonie du bloc occidental. Donc en réalité, il est en train de chercher des alliés. D'accord. vous comprenez? Parce que nous sommes ici dans un... parce que vous voyez le bloc occidental aujourd'hui via l'OTAN, qui a eu une très forte hégémonie sur le plan international. Tous les domaines. Voilà, dans tous les domaines. Et aujourd'hui,
nous avons la Russie au travers de Poutine. Et ce qu'il faut même préciser, c'est que ça n'a pas commencé par Poutine. Ça a commencé avec Staline. Voilà, Staline qui avait pour ambition de construire une grande Russie via l'URSS, notamment, qui a éclaté. Et nous tous, nous savons toute la force qu'occupait l'URSS sur le plan international, et notamment même pendant la Deuxième Guerre mondiale, nous avons vu ce qu'a fait l'URSS. L'URSS, exactement. Voilà, nous connaissons l'histoire, ce qu'a apporté l'URSS, notamment à ce bloc de l'OTAN. Mais après cette période, l'URSS a disparu. Ce bloc-là a été éclaté parce qu'il devenait une menace pour le bloc occidental, notamment via l'OTAN. Et cela fait que des personnes comme Poutine, derrière cette logique de l'URSS qui a éclaté, il y a des enjeux de revanche. Il veut reconstituer. Il y a des enjeux de reconquête du bloc URSS. Maintenant, peut-être en élargissant. Puisque là, il ne peut plus récupérer certains espaces qui ont fait partie de ce bloc, donc il faut élargir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons convoqué le BRICS. Nous avons le BRICS, bien sûr. C'est à ça que je voulais en venir. Exactement. Nous avons le BRICS. Et maintenant, M. Poutine sait très bien que le BRICS ne peut avoir cette proportion, cette force, comme a eu l'OTAN sans l'Afrique. Notamment via sa population et son sous-sol. Son sous-sol, exactement. Vous comprenez? Donc, ça fait que M. Poutine, quand il vient en Afrique... Il est très intelligent. Mais bien sûr, quand il vient en Afrique, il ne vient pas pour les Africains. Il vient pour sa vision. Parce que c'est des personnes qui sont attachées à leur vision. Ils ne sont pas attachés aux Africains. Et ben, mais maintenant, s'il peut s'appuyer sur l'Afrique pour arriver à ses fins, ben, il le fait. C'est de bonne guerre. C'est une question d'intérêt. Vous comprenez? Donc, ça fait que M. Poutine, si on peut lui accorder du crédit, c'est par rapport à sa vision. Parce que lui, il est attaché à sa vision. Il n'est pas attaché aux Africains. Vous voyez? Et donc, maintenant, comme il sait qu'il ne peut pas rentrer en Afrique... Mais l'Afrique peut quand même en bénéficier de cette vision-là, puisque si l'Afrique fait partie des... L'Afrique peut bénéficier de cette vision si monter d'un cran. L'Afrique peut bénéficier de cette vision si elle comprend les mécanismes qui aboutissent, ou alors qui peuvent aussi connecter l'Afrique aux mêmes fréquences que M. Poutine. Voilà, parce que ce qu'il faut exactement. préciser, c'est que la vision ne vient pas de M. Poutine. M. Poutine, c'est la représentation d'une fréquence vibratoire, dont la vision, c'est celle de ces fréquences. Ce n'est qu'un maillon Voilà. d'un système. Il n'est qu'un maillon d'un système, il n'est qu'un intermédiaire. Donc, pour lui, pour moi, je dirais que ce qui pourrait bénéficier à l'Afrique, c'est que si cela était possible, mais maintenant, ce n'est pas possible. Ça, il faut le préciser. Parce que aussi, si M. Poutine entraîne l'Afrique à ce niveau, ben, il n'est plus vu comme le maître. Il n'est plus vu comme celui qui doit conduire. Il n'est plus vu comme celui vers qui tout le monde doit se tourner. Vous comprenez, le rapport de force va changer. Le rapport de force va être équilibré, rééquilibré. Ce sera un rapport de force équilibré. Vous voyez, c'est pour ça que seules les nations qui existent à ce niveau, à ce même niveau de fréquence s'équivalent. Vous comprenez? Ou alors, même si elles ne s'équivalent pas au même piédestal, mais au moins elles se rapprochent. Vous pouvez voir les 5 États qui constituent le Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous pouvez voir le G7, vous pouvez voir le G20. C'est des pays qui s'équivalent. Vous comprenez? Donc, ça fait que si l'Afrique est entraînée dans ce cercle, dans ces fréquences, ben, l'Afrique ne peut plus être un marché. L'Afrique ne peut plus être comme un magasin. Vous comprenez? Donc, M. Poutine n'a pas intérêt à ce que l'Afrique soit connectée à cette dimension. Même chose pour l'OTAN. Donc, ça fait que cela, en réalité, est encore un leurre de plus, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que... C'est un peu comme si vous donniez de la monnaie à un chien. Vous donnez de l'argent à un chien. Ben, le chien ne sait pas à quoi c'est l'argent. Vous comprenez? Le chien ne sait pas à quoi c'est la monnaie. Si vous lui remettez de la monnaie, ben, il va le balancer. Donc, c'est une manière de dire que même si on structure nos États sans vraiment nous amener, nous entraîner dans cette dimension qui permet, parce que ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'un État
n'a de vraies richesses. Et c'est ce qui s'est passé en Russie. C'est pour ça que quand vous allez dans les pays comme la Russie, mais les gens là-bas, ben, vous comprenez que derrière les visages, vous avez affaire à la Russie. C'est pour ça que personne ne peut poser des actions qui sont contre les intérêts de la Russie. Mais ici, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que chaque jour, les actions que l'on mène au quotidien, c'est d'abord pour soi-même. Peu importe, même si l'Afrique brûle, peu importe, même si nos États brûlent, ça n'intéresse personne. Vous comprenez? Donc, on peut dire que ce qu'un État a comme richesse, a comme PIB, c'est d'abord sa population en termes de mentalité. Vous voyez? Donc, ça fait que même si l'on structure nos États sans une mentalité qui travaille véritablement pour ces États, ben nous n'avons rien du tout. Même si on donne 1 milliard à chaque Camerounais ou alors à chaque Africain, ben on n'a rien donné. Ça va alimenter même davantage l'individualisme, la rivalité, la jalousie, la concurrence. Ça va davantage alimenter même les guerres. Vous comprenez? Parce que d'aucuns, étant fâchés du fait qu'il y en a un qu'ils considèrent qu'ils ont pris la place que tout le monde veut depuis, ben, ils vont aller acheter des armes pour venir tenter de les chasser. Vous comprenez? Donc ça fait que si M. Poutine, on pourrait lui accorder du crédit, non seulement s'il pouvait amener l'Afrique à ce niveau, ce qui n'est pas possible, mais aussi ce qu'il faut dire, c'est que M. Poutine n'est surtout attaché qu'à sa vision, qu'est de faire de la Russie, qu'est de faire, si vous voulez, de l'État russe, le principal État dans le monde. L'État qui va mener le bateau, le gouvernail. C'est ça, c'est ce dans quoi M. Poutine se trouve actuellement. Mais maintenant, on ne peut pas le comprendre aussi longtemps que on perçoit M. Poutine à partir de son ventre. Vous comprenez, c'est pas possible. Il y a beaucoup d'élites africaines, dites panafricanistes, qui ne vont pas aimer ton discours et qui fondent beaucoup d'espoir sur la personne de Poutine. Nous attendons justement que ce maître Poutine nous démente et qu'effectivement, il venait sans rien cacher derrière, qui pourrait faire... De toutes les manières, les lendemains nous diront, parce qu'ils ne trompent pas. Voilà, justement, ouais, les lendemains ne trompent pas. Mm-hmm. Vous comprenez? C'est au fur et à mesure que l'arbre démontre sa vraie nature. Lorsque l'arbre est tout petit, on peut le confondre même à un maïs. Voilà, exactement. Voilà. Nous sommes pratiquement arrivés au thème de cette émission. Avant de poser la dernière question, notamment, on va revenir sur l'avenir pour l'Afrique et pour le rêve panafricain. Je vais te citer... Toi, non. Tu vas me dire, selon toi, s'ils sont vraiment panafricanistes ou alors sont des panafricanistes de façade. Je commence par celui dont on parlait tout à l'heure, Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, je pense que, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a des intentions nobles. Vous voyez? Mais sauf que les armes, ça c'est mon avis, les armes à partir desquelles il lutte, les armes à partir desquelles il veut faire prévaloir ce qu'il a comme intention, mais ce sont des armes qui lui ont été données par d'autres. Quand je parle d'armes, je parle en termes de compréhension de lui, de compréhension du monde. Vous voyez, ce sont la vision qu'il a du monde actuellement, c'est une vision qui vient des autres. C'est une vision qui vient de ceux-mêmes qu'il dit combattre. Vous comprenez? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le monde, il est surtout énergie. Maintenant, ce monde qui est énergie, il apparaît sous la forme d'un tel, sous la forme d'un tel. Donc, ne pensons pas qu'il y a une différence entre la France et la Russie. C'est la même dimension des choses, c'est la même énergie qui a juste pris forme comme la France et comme la Russie et qui agit juste à différentes fréquences. Donc, ne pas le comprendre, ne pas le percevoir comme ça, c'est aller avec une base qui est faussée d'avance. D'accord. Kémy Séba? Kémy Séba, c'est vrai que c'est quelqu'un que je ne connais pas vraiment. C'est quelqu'un, je ne sais pas, je l'ai écouté peut-être une ou deux fois, mais je pense que... Est-ce qu'il est sincère? Monsieur Séba, je pense qu'il est comme tous les autres Africains. C'est-à-dire qu'il est dans des revendications, il est dans en fait, il a une intention, mais comme je l'ai dit tantôt, c'est une intention que
je dirais qu'il ne maîtrise peut-être pas, puisque ne venant pas de lui-même. Parce que c'est pour ça que je précisais que la race noire, je vais vous raconter une histoire que vous connaissez, Barack Obama. Lorsque M. Obama est élu en 2008 comme président aux États-Unis, tous les Africains avaient crié victoire. Mais M. Obama avait dit qu'il n'est pas le président de l'Afrique, mais il est le président des États-Unis. Parce que M. Obama ne se pense pas comme un Africain, parce qu'il a la peau noire. Mais il se pensait surtout comme un citoyen du monde. Et d'abord comme un citoyen des États-Unis et aussi comme un citoyen du monde. Parce que étant la représentation, l'une des faces très avancées des fréquences qui gouvernent le monde. Vous voyez? Donc ça fait que Monsieur Seba, comme je l'ai dit tantôt, si il y avait de la logique, et même pour tous les autres panafricanistes, s'il y avait de la logique derrière les revendications d'être noir, derrière les luttes de recherche de souveraineté, parce que la souveraineté en réalité ce sont ces fréquences. Vous ne pouvez pas parler de souveraineté en dehors de ces fréquences. Donc ça fait que si la plupart comprenaient le monde tel qu'il est, ben on ne serait pas dans ces revendications. On serait beaucoup plus dans la recherche de se connecter à ces fréquences. Donc de telle sorte que de manière naturelle, ben ces fréquences s'exprimeront au travers des Africains, au travers des peuples noirs, comme cela s'est passé à l'époque de l'Égypte. Vous comprenez? Donc c'est aussi comme pour dire que la plupart des panafricanistes, parmi lesquels M. Seba, sont dans une lutte dans une lutte plaintive, uniquement plaintive, c'est-à-dire qui ne se fonde sur rien du tout, sur rien de concret qui pourrait également apporter des résultats concrets. Et la dernière, Nathalie Yam. Nathalie Yam, bon, ce sont des personnes qui ne sont pas très éloignées de Kémy Seba. De Kémy Seba. Et comme moi, j'ai vu dans une actualité récemment qu'elle a été désignée comme conseillère d'un chef d'État. Je crois que c'est au Niger. Je crois au Niger, oui. Je crois au Niger. Derrière cela, il y a des perdièmes qu'elle doit toucher. Voilà, il y a des perdièmes qu'elle doit toucher. Et nous tous, nous savons très bien que lorsque on met déjà en avant les perdièmes, on comprend que, en fait, des discours panafricanistes, pseudo-panafricanistes peuvent être, parce que peut-être on veut avoir aussi une place sous le soleil et avoir sa part du gâteau. Mais ce qu'il faut dire, dans la réalité, c'est que moi je pense, comme je l'ai dit tantôt, et ça, j'en suis convaincu parce que personnellement, nous travaillons dans cette logique-là, dans cette dimension-là. Je pense qu'il est possible pour l'Afrique d'avoir son hégémonie dans le monde. Mais pour ça, il faut que l'Afrique comprenne que le chemin qui mène à l'hégémonie n'est en réalité que la conséquence du fait qu'on soit connecté à des fréquences très élevées. Et ce qu'il faut préciser, c'est que les Occidentaux et même les BRICS sont connectés à une fréquence, mais c'est une fréquence intermédiaire. Il y a des fréquences qui sont au-dessus. Vous comprenez? Il y a le divin. Vous comprenez? Il y a l'esprit. Vous comprenez? Et c'est pourquoi je dis aux Africains, à la plupart des Africains, que nous ne nous connaissons pas. Vous comprenez? Au-delà de la dimension émotionnelle des Africains, au-delà de la dimension de consommation, ben, chaque Africain, c'est un esprit. Vous comprenez? Sauf que cette dimension-là est comme inhibée par la dimension consumériste qui a été construite par l'éducation occidentale, qui a été construite par l'éducation qui a fait des êtres artificiels et qui se reconnaissent beaucoup plus dans les artifices. Vous comprenez? Même nos chefs d'État, même nos dirigeants, même nos élites. Mais chacun porte en lui cette dimension qui doit être éveillée. Parce que c'est cette dimension-là qui est le divin. C'est cette dimension-là qui est à la base du développement. C'est cette dimension-là qui est à la base de la structuration. C'est cette dimension-là qui est à la base même de l'hégémonie. Parce que cette dimension, c'est elle la puissance. C'est elle le pouvoir. C'est elle la force.
C'est elle l'autorité. Donc, imaginez-vous que nous, par exemple, dans le cas du Cameroun, nous soyons 30 millions qui existons dans cette dimension-là. Mais le Cameroun, c'est une force. C'est une force à laquelle personne ne peut résister. Et élargissez ça au niveau africain. Mais l'Afrique devient une force inébranlable. Une force vers laquelle tous vont courir. D'accord. Pour sortir définitivement, le panafricanisme, dans son essence même, est-il encore une voie d'avenir pour l'Afrique face à la mondialisation, face au néocolonialisme et aux défis internes? Que faudrait-il changer ou reconstruire pour qu'il redevienne une force de libération collective? Là, vraiment, ça reste entre nous en Afrique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce panafricanisme-là... C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait que les Africains comprennent c'est quoi leur essence réelle. Il faudrait que les Africains comprennent que leur essence réelle, c'est pas leur couleur de peau. Vous comprenez? Mais c'est comme j'ai dit tout à l'heure, parce que l'esprit n'a pas de peau. Parce que chaque Africain, au-delà du visage, au-delà de la dimension de la peau, mais chaque Africain, c'est un esprit. L'esprit n'a pas de peau. L'esprit n'a pas de couleur. Vous comprenez? Exactement. L'esprit, il est unique. Vous voyez? Et l'esprit, c'est le socle de la force. Et c'est l'esprit qui est l'essence de tous les Africains. Tous les problèmes que nous avons aujourd'hui en Afrique découlent du fait que nous ne nous connaissons pas. Découlent du fait que nous avons été comme désorientés, nous avons été comme déracinés, nous avons été comme orientés en dehors de notre essence réelle, qui est l'esprit, qui est en sommeil en chacun. Je dis bien en chaque Africain. Donc ça fait que pour que nous parlions d'un panafricanisme authentique, d'un panafricanisme réel, il faudrait que nous prenions conscience de qui nous sommes. Nous sommes l'esprit. Vous comprenez? Nous sommes l'esprit. Merci beaucoup, frère, d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et ça a été vraiment un plaisir, un honneur d'être sur votre plateau et de partager ces petits mots avec nous, quoi. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Je suis totalement disponible. C'est vous qui programmez vos émissions. Vous allez me faire des propositions et puis si ça m'arrange, je serai là. D'accord. Pour sortir, j'ai souvent un rituel ici. On salue sa communauté et en 10-15 secondes, on lui adresse un message, peut-être un message panafricaniste, afin que chacun sache que de son intérieur, il peut apporter sa contribution et sa participation pour le développement et la renaissance de notre continent. Pas le développement horizontal, mais un développement vertical. Voilà. Tu vas regarder cette caméra et tu parles en langue, en 1 minute maxi, en langue en maternelle. Ok. Bon, je suis content de vous et John et Ton et John me John Massasi. Je suis content de vous je te dis mes carrés bibus Morus Borbus et Morus à tout volement et j'aime na Morus à ne bobungul à sous un namwe mais il faut na Morus à j'aime na à ce nyol Morus à j'aime na à ne un chinchim ou na agnol un chinchim ou te wonungul un chinchim ou te wo ou belna ou sa asuna unamu bobe meng en fait me ndeng la me karme me jarna me karme et bobi boum me bena me cariton. Merci. Merci. C'est notre manière, c'est notre façon aussi de valoriser davantage nos langues maternelles. C'est très important. Oui, ça se comprend très bien. Exactement. Voilà. Le panafricanisme, le vrai, n'est pas un souvenir, c'est une mission. Il ne vit pas dans les discours du passé, mais dans la conscience de ceux qui refusent encore la servitude. Nos aînés, Marcus Garvey, Nkrumah, Dubois, Cheikh Anta Diop, ont rêvé d'une Afrique libre. À nous, leurs héritiers, de bâtir une Afrique forte, digne et surtout unie. Le panafricanisme d'hier a libéré nos territoires. Celui d'aujourd'hui doit libérer nos esprits, car aucune indépendance politique ne vaut sans souveraineté intérieure. L'Afrique n'a pas besoin de nouveaux slogans, elle a besoin de bâtisseurs, de femmes et d'hommes intègres, conscients et surtout solidaires. Tant que nous confondrons le panafricanisme avec la popularité, nous resterons divisés.
mais si nous le vivons dans la vérité, l'unité et l'action, alors le rêve panafricain deviendra une réalité. Que vive l'Afrique debout, libre et fière, que vive l'esprit de Kama et que renaisse le véritable panafricanisme, celui qui élève, éclaire et libère. Madame, Messieurs, ça a été un plaisir une fois de plus de vous servir ce matin. Surtout, restez en compagnie des programmes de Kemet Télévision qui se poursuivent. À très bientôt. Merci.